Bien, merci. Vous avez le droit d'applaudir, hein, parce que c'était... Ça va me faciliter la tâche d'un certain point de vue, parce que je ne veux pas répéter tout ce qui a déjà été très bien dit par Dominique. Simplement, puisqu'on parle de ce qui apparaît de manière saillante dans les programmes, dans la façon dont c'est enseigné, etc. Bon, nous avons un petit écart d'âge avec Dominique, donc j'ai un recul historique tout petit. J'ai un recul en tant qu'enseignant un petit peu moins important que lui, forcément, mais en ayant des souvenirs de lorsque j'apprenais la Révolution au collège, au lycée, et le fait que je l'enseigne maintenant, je constate qu'il y a quand même effectivement, et cela a été dit depuis le milieu des années 90, bon, une certaine continuité dans la façon d'appréhender les temps de cette révolution dans l'enseignement. Alors c'est intéressant, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que d'abord, bon, question de date, on l'a fait démarrer en 1789, et puis déjà se pose un premier problème, on l'arrête à quand? À 1799, à 1815. Elle est terminée, hein, dixit François Furet, hein, dans les années 1880, bien entendu. Et puis depuis, il n'y a plus de révolution, c'est terminé. On rentre dans l'ère de l'histoire apaisée, mais ça, on va en reparler ensuite. Si on reste sur la période 1789-1815, ce qui est très frappant, depuis, comme je vous disais, depuis que j'ai été élève jusqu'à aujourd'hui, mais je ne parlerai pas d'aujourd'hui particulièrement, puisqu'il y aura une table ronde derrière, mais même en s'arrêtant à 2008, 2009, 2010, on se rend compte qu'il y a quelques, effectivement, tournants dans la façon dont est enseignée la Révolution. Et là, ça épouse clairement, on en reparlera tout à l'heure, le découpage Furet, au moins sur la période 1789-1794. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à la limite, ce n'est pas François Furet lui-même qui le signale le premier, puisque au moment de la Commune de Paris, vous avez déjà les communards qui se revendiquent très clairement de l'héritage révolutionnaire et notamment de l'héritage robespierriste. Et j'aimerais vous citer notamment un communard qui s'appelle Gustave Lefrançais, rien que son nom déjà est tout un programme si j'ose dire, et qui s'écrit que la Commune de Paris reprend les grandes traditions de 93, représente la Révolution française tout entière. La Commune de Paris représente le bon droit et tous les principes de 1789 à 1794. C'est la reprise du grand mouvement interrompu, le 9 Thermidor. C'est la consécration sociale du mouvement affirmé en 1789. C'est-à-dire que déjà au moment de la Commune de Paris, on a conscience qu'il y a eu un tournant fondamental avec le 9 Thermidor. Et je dis ça parce qu'évidemment, la signification du tournant varie avec le temps. Et il suffit de consulter les manuels scolaires, même pas d'aujourd'hui, mais d'il y a 20, 30 ans, depuis le tournant Furet notamment, pour constater en quoi consiste ce tournant. Si je prends par exemple un manuel qui date d'il y a 10 ans à présent, et encore les titres sont assez sympathiques. Vous avez un premier temps qui va en fait jusqu'au 10 août, à peu près, naturellement, 1792, et puis le renversement de la monarchie. Alors, à ce sujet, je le signale, on constate de plus en plus, puisque Dominique y a fait référence, qu'une date comme le 4 août 1789 disparaît du récit progressivement de la Révolution. Et oui, parce que le 4 août 1789, alors déjà on dit souvent il y a abolition des privilèges. Non, c'est pas il y a une déclaration qui affirme que l'on va abolir les privilèges. Et puis de toute façon, Dominique vient de rappeler à l'instant ce qu'il en est dans la réalité. Mais le simple fait déjà, on est passé par l'étape de il y a une déclaration à il y a, et maintenant on passe à l'étape où ça n'existe même pas. Puisque en réalité, on voit de plus en plus dans les livres qu'on passe de la prise de la Bastille, de 1700, donc le 14 juillet, au 26 août. Au 26 août, avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et là, ça pose justement une question concernant les dates, pour faire vite, parce que finalement, on se rend compte que nous sommes dans une logique d'enseignement, depuis au moins les années 90, et certainement déjà avant, où l'événement tombe du ciel. L'événement tombe du ciel, on ne sait pas trop d'où. Il arrive comme ça, une déclaration surgit, où tout à coup on proclame que tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, etc. Au demeurant, dans cette déclaration, on ne parle que de l'article 1, et je dirais même de du premier morceau de phrase de l'article 1, rapidement de l'article 2, et pas de tous les autres. Nous avons été, avec Dominique, membre de jury de CAPES, ça nous est arrivé d'interroger des étudiants, des futurs enseignants, et on était très frappés de constater qu'ils ne connaissaient nullement le contexte de cette déclaration, nullement le nombre d'articles,
et nullement certains articles dont on reparlera tout à l'heure et qui sont importants parce que justement ils donnent une vision de la Révolution française, comme ça a été un peu évoqué ce matin, c'est-à-dire assez légaliste, parlementaire. J'ai entendu aussi le terme de bourgeoise, mais c'est le cas d'ailleurs, nous en reparlerons. Il y a plusieurs phases dans cette révolution. Et dans cette première phase, on voit de plus en plus, c'est encore le cas aujourd'hui, mais je m'arrête vraiment au début des années 2010, c'est encore valable, eh bien cette phase de révolution respectable, etc., avec ces événements phares, l'arrestation du roi, naturellement, et puis la prise donc du palais des Tuileries. Bon, sachant que d'ailleurs, entre parenthèses, c'est intéressant de constater que les origines de la guerre qui éclate, elles aussi disparaissent progressivement. On n'en parle pratiquement pas. Pourquoi y a-t-il la guerre avec l'Autriche? Pourquoi Louis XVI déclare-t-il la guerre? Ça pourrait semer la confusion chez les élèves. Tout ça, ça n'existe pas. Et puis arrive bien sûr le temps de ce qui s'appelait la Première République. Je dis ce qui s'appelait parce que ça s'appelle de moins en moins la Première République. Et d'ailleurs, le président de la République lui-même l'a clairement signifié lors de son discours du 4 septembre 2020. Nous aurons l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Eh bien, on rentre dans la phase de la terreur, la fameuse terreur. Bon, je ne vais pas détailler là-dessus, mais c'est intéressant parce que vous prenez n'importe quel livre et tout de suite, vous voyez quel personnage est associé à la terreur. Un portrait, il est là. Ce qui n'empêche que pourtant, lorsque l'on montre des textes du dit personnage en question à des élèves de collège, de lycée, eh bien on peut combattre justement cette image qui ne colle pas vraiment, c'est le moins que l'on puisse dire, à la réalité de ce qu'a été cette période dont parle d'ailleurs Gustave Lefrançais. Parce que cette période dont se revendiquent les communards, et ce ne sont pas les seuls, elle va très rapidement être transformée comme le prémisse de politiques terroristes, etc., et qui en plus, au sacrilège, ont été reprises par les bolcheviks à partir de 1917 en Russie. Donc là, si vous voulez, ça marque définitivement la désapprobation et même l'opprobre total sur cette période. Dernier élément, et je cède la parole, ce qui est très intéressant, c'est qu'après 1794, jusqu'au coup d'État de Napoléon, en fait, il n'y a pratiquement rien. Rien. Le directoire, tout ça n'existe pas. Et c'est très intéressant parce qu'on se retrouve dans une situation où, on l'a encore vu cette année, un discours peut célébrer le bicentenaire de la mort de Napoléon sans qu'on en comprenne véritablement les enjeux historiques, en oubliant justement que pour comprendre Napoléon, il est indispensable de comprendre toute cette période de l'après 28 juillet 1794 qui n'existe pas en réalité, si peu. Vous demandez à un élève ce qu'est le directoire, etc., il n'en sait rien, strictement rien. En fait, on assiste à une espèce de trou noir où tout à coup on passe de l'exécution de Robespierre, de Saint-Just, de Couthon, de tous les autres partisans, à la prise du pouvoir par Napoléon, sans qu'on comprenne vraiment ce que signifie cette prise du pouvoir en réalité en termes d'évolution sociale, politique, etc. Eh bien, si vous regardez bien les manuels depuis au moins 25-30 ans, c'est exactement ça. En fait, depuis François Furet, disons-le, donc depuis une bonne quarantaine d'années, c'est dans cette logique qu'on se retrouve quand on est enseignant d'histoire. Encore aujourd'hui, même si je m'arrête à 2010, mais en réalité, c'est exactement la même logique qui prévaut encore à l'heure où je vous parle. Madame Veto avait promis de faire régorger tout Paris, mais son coup a manqué grâce à nos canonniers. Dansons la carmagnole, vive le son, dansons la carmagnole, vive le son du canon. Monsieur Veto avait promis d'être fidèle à son pays, mais il y a manqué, ne faisons plus quartier. Dansons la carmagnole, vive le son, dansons la carmagnole, vive le son du canon. Le patriote a pour ami, tous les bonnes gens du pays, mais ils se soutiendront tous au son du canon. Dansons la carmagnole, vive le son, dansons la carmagnole, vive le son du canon. L'aristocrate a pour ami, tous les royalistes à Paris, ils nous les soutiendront tous comme de vrais poltrons. Dansons la carmagnole,
Amis, restons toujours unis. Amis, restons toujours unis. Ne craignons pas nos ennemis. Ne craignons pas nos ennemis. S'ils viennent nous attaquer, nous les ferons sauter. Dansons la guerre